Aujourd'hui, nous allons parler de la zézétique. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot étrange dans l'actualité de ces dernières semaines. Si vous suivez les vidéos d'Idriss Albert Khan ou sur Twitter, etc., ainsi que Vincent Lapierre ou encore Frédéric Delavier, eh bien, vous en avez entendu parler. Mais alors, c'est quoi ce mot étrange? Est-ce que vous savez ce que c'est que la zézétique? Alors, comme d'habitude, on va faire une petite introduction qui sera relativement longue, une partie historique, philosophique et politique, et une conclusion sur ce que c'est que la zézétique. La vidéo ne sera pas trop longue aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité qui n'est pas non plus un sujet philosophique de grande importance, mais c'est quand même intéressant parce que ça dénote certaines choses, notamment avec Twitter, etc. Alors la zététique, c'est la science du scepticisme remis au goût du jour dans les années, enfin au siècle dernier. Et c'est des gens qui se réclament de prouver la vérité et de faire du débunkage, du fact-checking comme on dit en anglais. C'est-à-dire c'est des gens qui vont prouver que ce que vous dites est faux, et notamment contre le complotisme, etc. Alors pour vous donner une idée, pour les plus anciens comme moi, vous avez peut-être connu Jean-Pierre Majax. C'était un magicien officiel qui prouvait ou déconstruisait plutôt de soi-disant phénomènes paranormaux avec la magie et les trucs de la magie, les trucages de la magie. Alors, dans l'actualité, il y a eu un article dans Libération par Elisa Thévenet sur la zététique et la zététique de droite infiltrée par la pensée wokiste. Et c'est assez intéressant, puisque la zététique, mis à part donc le cercle Cobalt dont je vais parler après, c'est quand même plutôt des gens de la bonne pensante, de la bonne pensance, de la bonne pensée plutôt, je dis un peu n'importe quoi, de la bonne pensée, du politiquement correct, et c'est plutôt des gens de gauche, on va dire, qui sévissaient avant sur Twitter, avant qu'Elon Musk ne rachète Twitter. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Thomas Durand, et il a une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronche en biais. Et moi, je l'avais un peu connu avant ces événements, avec les vidéos de Frédéric Delavier. Frédéric Delavier, je mettrai ici son livre. C'est un auteur à succès mondial français sur des livres de musculation, d'entraînement de musculation. C'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance du corps humain et ainsi de suite. Mais un peu comme moi, c'est un autodidacte. Et ça plaît pas beaucoup aux zététiciens qui sont très factuels sur les diplômes, les publications et ainsi de suite. Je reviendrai après. Donc ce Thomas Durand, j'avais vu qu'il commençait avec Frédéric Delavier à se faire des vidéos de réponses sur un sujet qui est sans doute pas très important dans l'absolu, mais qui est l'histoire du dos rond ou du dos droit quand vous faites du soulevé de terre ou quand vous portez des poids importants. Et c'est parti en vrille. Et je dois dire qu'en fait, il y a quelque chose qui me choque dans tous ces zététiciens français, parce que c'est très français, hein. En Angleterre, dans les pays anglo-saxons, il y a du scepticisme scientifique, mais la zézétique, c'est tout à fait français. C'est Descartes, je pense, donc je suis. C'est des gens qui sont assez dogmatiques, et il y a un trait commun, que ce soit de droite ou de gauche, ces gens-là n'ont pas d'humour. Moi, j'ai un peu regardé donc les vidéos de Thomas Durand ou d'Assen, dit Occident, avec qui j'avais un peu échangé il y a quelques années sur un sujet d'anthropologie. Même si à la base le scepticisme est intéressant, les gens qui le pratiquent en France, hein, les zététiciens français, ils sont extrêmement sérieux, ils n'ont pas d'autodérision, et ça c'est quelque chose qui me dérange, hein. Moi j'aime pas les gens qui ne savent pas rire d'eux-mêmes, se remettre en question, ils affirment beaucoup de choses, etc., etc.
Alors, suite à toutes ces choses, il y a maintenant Idriss Alberkane, que vous connaissez sans doute, qui est, on l'aime ou on l'aime pas, hein, je veux dire, qui a été attaqué aussi par tous ces zététiciens, qui l'accusent de ne pas être un vrai scientifique, d'avoir des faux diplômes et je ne sais quoi. Mais dans l'absolu, moi ayant 0 diplôme, que Idriss Alberkane n'ait pas de diplôme ou pas ceux qui l'annoncent ou qui les enrobent, qui les exagèrent, j'en ai absolument rien à faire. Ça me dérange pas. Ce qui est important, c'est ce que vous faites maintenant, pas ce que vous avez fait avant et pas ce que vous ferez après. C'est maintenant ce qui compte. Bien sûr, si vous avez menti, si vous avez fait des actes de parjure, d'escroquerie, etc., c'est regrettable. Ça, c'est indéniable. Mais bon, voilà. Sur Idriss Alberkane, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait attaqué par ces gens-là, qui le conspuaient. Je pense qu'il y a une part de jalousie, bien évidemment. Et donc, il s'est défendu. Et là, maintenant, ça va terminer en procès. Donc, ce monsieur Thomas Durand est aussi passé en droit de réponse avec Berkoff. Et bon, voilà, il s'est un petit peu ridiculisé. Alors, Berkoff n'a pas été très tendre non plus. Mais bon. Alors, ça, c'est l'actualité. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le. Alors, oui, pardon. Dans l'actualité, il y a eu aussi une vidéo très intéressante de Vincent Lapierre. Moi, je vous invite à aller voir le travail de Vincent Lapierre, qui donne la parole à Hassen Occident, qui fait des émissions dans sa chaîne YouTube, qui a fait une réponse, notamment à l'article de Libération, qui était assez drôle. Alors, je peux pas le lire parce que moi, je suis pas abonné à Libération, parce que je tiens à ma santé mentale. Mais a priori, elle était en train de critiquer. Bon, après, cette journaliste semble intéressante. Elle était en train de critiquer et se demander qu'est-ce qui se passe dans la zététique. Est-ce que la zététique est infiltrée par le wokisme? Si vous voulez, il y a une zététique de gauche et de droite, hein, on va dire. Voilà. Bon, bref. Alors, donc, ce qu'on va définir maintenant, avant de rentrer dans l'histoire, j'ai quand même, genre, c'est une introduction qui est un peu longue, mais si vous voulez, Giorgio Bruno, qui a été brûlé vif par l'Inquisition, a été brûlé par des zététiciens, les zététiciens de l'époque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, c'est un consensus. Alors, bien évidemment, quand on peut reproduire une science, on peut la prouver. Si vous mettez un coup de marteau sur un doigt, bah, il va être cassé. C'est scientifique. Si vous le faites à quelqu'un d'autre, l'effet sera le même. Donc, on peut scientifiquement dire que mettre un coup de marteau sur un doigt casse le doigt. Hein, bon, je fais un petit peu d'humour, mais en gros, c'est un peu ça. Mais par contre, il y a aussi un consensus sur des sciences qui sont moins faciles à prouver. L'existence des trous noirs, par exemple. Hein. Donc là, vous avez Jean-Pierre Petit, qui est aussi attaqué par les zététiciens, j'imagine, comme le professeur Raoult ou autres, pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, par exemple, Jean-Pierre Petit dit que les trous noirs n'existent pas, et le consensus scientifique dit que les trous noirs existent. Mais on n'a pas réellement de preuves tangibles, on a des suppositions, on a des phénomènes, la lumière qui diverge, des effets optiques, etc. Mais bon, personne n'a été dans un trou noir pour le prouver, hein, d'accord. Donc bon, après, même moi, j'ai pas du tout le niveau pour le dire ou pas, mais c'est un exemple. Donc il y a des pans de la science, comme en physique quantique par exemple, etc., où on peut difficilement prouver les choses, et ça, c'est un peu le consensus. Vous voyez, et donc, ce consensus est très dangereux, parce qu'il devient dogmatique, parce qu'il se politise, parce que tout est politique dans la vie, vous le savez bien. Donc, si vous avez forcément un biais politique, et ces zététiciens, la plupart de ces zététiciens sont de gauche, un petit peu la gauche wokiste, comme dans l'article de Libération. Et donc, de fait, il y a un biais, et si vous voulez, c'est malsain. Parce que ce biais-là, eux, ne se remettent pas en question. Hein. Mis à part Hassen dans la réponse avec Vincent Lapierre, lui il se remet un peu en question, mais il va pas non plus très loin, à mon goût. Mais voilà, lui au moins, il a la décence de se remettre un petit peu en question. Et là, c'est quand même sur cette histoire de dos rond, dos plat avec Frédéric Delavier, qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas docteur, etc., mais qui étudie l'anatomie humaine depuis des décennies, qui est une des plus grosses ventes de livres sur le sujet au monde, là ils vont l'accuser parce qu'il n'a pas publié. Hein. Vous voyez, les zététiciens, ils font Google Scholar, hein, et puis ils cherchent les publications. Ah, il y a beaucoup de publications qui disent que le dos rond, c'est pas bien. Ah ben alors dans ce cas, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est un consensus. Hein, et ça, il faut faire très attention.
Et là, je vais me permettre de vous lire un texte sur Arnold Gehlen. Le PDF est en description, il est gratuit. C'est le résumé sur son livre « L'homme » et sa position dans le monde. Hein, c'est de la philosophie anthropologique. C'est très intéressant parce que, si vous voulez, il parle un peu de ça dans un certain sens, de manière subtile, bien évidemment, comme il est. Alors, je lis le texte, c'est mon texte, hein, ce n'est pas du Arnold Gehlen, c'est un résumé de sa pensée. Le jeu du chat sont des exercices préparatoires. Ces organes sensoriels sont captifs de leur cercle fonctionnel et strictement asservis aux tâches imposées par le milieu. Ça, c'est pour vous donner une notion de différence entre l'homme et les animaux. L'homme, lui, a des objectivités supérieures car il a une sensibilité à soi-même, l'agir orienté vers le tu. L'homme peut prendre le rôle d'autrui, le copier, le copier, changer de rôle, expérience communicationnelle dans un rapport de premier et d'arrière-plan. Vision spatiale, temporelle et imaginaire du monde. Il se projette dans le monde. Il est un géomètre aveugle, ayant des perceptions sans expérience. Alors ça commence à être important, parce qu'on peut avoir des perceptions sans expérience. On peut, comme un peu Frédéric Delavier, il a une connaissance sans diplôme. Hein, voilà. L'homme peut concevoir la Lune sans la connaître physiquement. C'est la notion de perception. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'une perception est de la science d'ailleurs, ça va venir après. La recognition de la parole misant sur un objet ne suffit pas, d'accord? C'est pas parce que je dis que la Lune c'est quelque chose que je décris que ça le prouve. Il faut qu'elle soit validée par la communauté. Et ça, c'est là où ça devient dangereux. Lorsque ce même son est entendu par l'extérieur et par sa réputation, il devient acquis. Si tout le monde se met à dire qu'il faut brûler Giorgio Bruno parce que c'est un hérétique, eh ben, ça devient un consensus si on le brûle. La perception pure n'est pas une connaissance, bien évidemment, mais une simple notion. L'enfant connaît la Lune sans en savoir plus à son sujet. Il peut faire une proposition pour progresser vers la vérité. Hein. Il peut dire ah, la Lune c'est un caillou, c'est un nuage. C'est la condition d'émergence, même si elle est fausse, elle devient consensus accepté, donc une vérité sociale. Voilà, ça c'est très important, d'accord? Parce que vous, moi et même la plupart des exégéticiens, ce ne sont pas des scientifiques ou c'est des scientifiques, on va dire, qui au lieu de faire de la science font des vidéos sur YouTube. Hein. Donc comprenez pourquoi. Donc une vérité sociale. La vérité est collective, elle n'a aucun sens seule. Ça c'est le consensus. Ce n'est pas la possession, mais l'acquisition de la vérité qui stimule l'intérêt. Et ça c'est l'idée du complot, etc. Si la proposition suscite l'intérêt, c'est parce qu'elle établit un lien entre une grandeur inconnue et une grandeur connue. Moi, je sais ce que c'est qu'un caillou, je ne sais pas ce que c'est que la Lune. Mais pour moi, la Lune, c'est un gros caillou. La Lune est composée de nuages qui s'évaporent de la mer, dit Xénophane. Donc ça, c'est un grec ancien. Le processus d'acquisition d'une connaissance s'explique par le fait que nous faisons naître un élément inconnu d'un élément connu. Il connaît l'évaporation, la mer, les nuages, et il imagine par supposition, par déduction scientifique. Hein. Ça c'est de la science. Hein. Tant qu'on ne peut pas prouver quelque chose, c'est de la science. C'est une démarche intellectuelle, hein, scientifique. D'une connaissance s'explique par le fait que nous faisons naître un élément inconnu d'un élément connu. Elle s'intègre dans un système déjà connu ou elle s'inscrit dans certaines connexions existantes. Pour passer de la perception de Xénophane à une vérité bien établie, une certitude, il faut pouvoir prévoir certains résultats qui confirment relativement la vérité. Donc ça, c'est la démonstration scientifique. La seule pensée est une perception qui ne nous garantit pas l'existence d'un autre monde. Seule la connaissance expérimentale assure le passage d'une situation problématique à une situation résolue. La vérité réside dans une relation à produire, la vérité réside dans la relation entre la proposition et les faits qu'elle établit. Cette même méthode, tout concept scientifique légitime doit pouvoir être prouvé selon cette même méthode et doit s'exposer à la possibilité d'être vérifié. Voilà, donc ça c'est un peu la définition de ce que c'est que la science. Mais comme je le disais préalablement,
il y a des choses qu'on ne peut pas réellement prouver à ce stade, au stade de nos connaissances. La vie après la mort, alors on peut supposer que l'âme n'existe pas, etc., mais on peut pas non plus le démontrer. Alors, bien évidemment, c'est pas une inversion accusatoire, c'est pas, il faut prouver ce qui est prouvable et non pas ce qui n'est pas prouvable, hein, bien évidemment. Hein, on peut argumenter sur la vie après la mort, mais ce sont des ce sont des suppositions. Ici, allez, mes chiens encore une fois. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'en le 17 février 1600, Giordano Bruno fut brûlé vif par les zététiciens de l'époque qui, dans un consensus, ont décidé que c'était un hérétique. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les fact-checkers, ces pseudo-scientifiques youtubeurs qui accusent parce qu'ils ont un consensus. Voilà, on a fait une recherche Google Scholar. Ah, Monsieur Delavier ne fait pas de publication, donc ce qu'il dit est faux. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est plus complexe et sans doute la vérité est ailleurs. Alors maintenant, on rentre dans l'histoire. Alors l'histoire de la zététique, elle est simple. Hein, en réalité, c'est un mot qui vient du français, hein, qui vient du XVIe siècle. Ce serait le mathématicien François Viété qui aurait utilisé ce mot pour la première fois. Mais le scepticisme a toujours existé, notamment chez les Grecs. Hein. Voilà, Diogène, etc. La remise en question, le doute est bon. Hein. Et d'essayer de prouver scientifiquement que quelque chose existe ou n'existe pas, c'est bon aussi. C'est d'ailleurs même dans la Bible, puisque Jésus attaque les magiciens. Hein. Les magiciens, ce sont des usurpateurs qui font croire qu'ils peuvent faire de la magie, entre guillemets, ou on va dire des actions, transformer l'eau en vin, etc., et multiplier des pains, etc. Donc, toutes ces choses-là, certains magiciens, des escrocs, hein, donc, vont faire croire qu'ils peuvent faire des choses. Voilà. Et ça, c'est un peu ce dont, je fais une petite parenthèse là, ici, ce dont était accusé Idriss Alberkane. Bon. Donc ce mot, typiquement français, 16e siècle, après il a été remis au goût du jour par le professeur Broch dans les années 90, et qui a créé le laboratoire de la zététique, pour faire le ménage entre les affubulations et la science. Donc voilà, par exemple, un sujet typique, c'est les ovnis. Hein. Les ovnis n'existent pas, etc. Voilà. Mais une fois de plus, cette zététique, même si elle se réclame du scepticisme scientifique anglo-saxon, par exemple, elle est très française. C'est très français. C'est très français, ces petits... enfin, je dis pas c'est péjoratif, c'est pseudo-scientifiques ou scientifiques, mais qui ont fait quelques études de science et qui ne font pas de science en réalité, qui vont chercher un petit peu la bébête chez autrui, chez l'autre, souvent par jalousie, hein, je pense, pour dire « Ah, en fait, il n'a pas ce diplôme-là. Ah, là, il ment. Hein. Ah, c'est un menteur. Hein. » Bon, voilà. On a tous tendance à un petit peu exagérer, parfois à mentir, c'est humain. Mais eux rentrent dans un dogme. C'est ça qui me dérange. C'est que ils se mettent autour d'une table, ils sont très sérieux, pas d'humour, et puis ils vont faire leurs petites statistiques, leurs petits trucs. Ah bah lui, il dit pas la vérité. Ah bah lui, il n'a pas ce diplôme-là. En fait, ils ne font que critiquer et ils n'apportent rien de constructif. Voilà. Parce que même si Idriss Alberkane n'a pas tous les diplômes dont il se targue, bah lui, il fait du positif. Hein. Il partage, il apprend quand même des choses aux gens. Voilà. Il fait du positif et il bâtit. Eux, ils détruisent les autres. Hein. Voilà. Alors, d'un point de... et là, on rentre dans la philosophie. C'est que qu'est-ce qui va pousser ces gens-là, en général, à aller critiquer les autres, à dire ah lui, par exemple, on va parler de moi, ah ben lui, il a pas de diplôme, hein, comment il peut parler de science, il a même pas son bac, Voilà. C'est souvent la jalousie, le moteur, ou un mal-être profond, d'accord. Et là, un petit message à Hassan Occident, pour qui j'ai de l'estime, parce qu'il essaie de faire un travail de zététicien de droite, sans être trop biaisé, même s'il l'est forcément, ce qu'on l'est tous. Mais là, il a pris vachement de poids. Je l'ai vu dans la vidéo de Vincent Lapierre. Fais attention, Hassan. Tu as pris beaucoup de poids. Tu es encore jeune. Vous voyez,
Ça, c'est le double standard. C'est-à-dire, en fait, on se dit scientifique, méthodologique, on applique des règles, etc. Mais et ton corps, il n'y a pas de règle pour ton corps. Il faut faire attention. Voilà, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, c'est très facile de critiquer les autres. Alors ça, c'est pas pour lui, mais c'est d'une manière générale. Moi, le premier. Parfois, la critique, c'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que ça nous rehausse, ça nous augmente en diminuant l'autre, ça nous fait paraître plus grand. Hein, mais c'est profondément faux. Et ces gens-là, j'ai l'impression, notamment la tronche en biais, etc., etc. Mais d'abord, ils n'ont pas d'humour, ils ont une tête vraiment en biais. Du coup, ils sont très sérieux, ils se prennent. Mais c'est parce que, en réalité, je sais pas, ils ont peut-être une vie un peu médiocre, ils créent rien, ils manquent d'amour, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Quand j'ai créé un groupe de zététiciens. Alors oui, on peut essayer d'apprendre, partager de la connaissance, etc. Mais c'est avant tout la critique des autres, quoi. Quand même, tout de même. Hein. Et ça, philosophiquement, c'est quand même. Moi, je veux bien qu'on dénonce les usurpateurs. Je veux bien FTX ou les escrocs des cryptos ou des tokens, hein, parce que c'est même pas des crypto-monnaies, on confond les choses, mais bon, peu importe. Bon, voilà, oui, d'accord, ça on peut critiquer. Ce mec-là a entubé de manière tout à fait consciente, je pense, des milliers de personnes. Ça, c'est grave. Mais allez, faire un petit peu d'enrobage de diplôme, parce que Idriss Aberkan, non, en fait, il a été que stagiaire dans ce laboratoire. Hein. Ah non, 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 il n'a pas fait son diplôme. Bon, mais on s'en fout, en fait, d'accord? On s'en fout parce que ce qui compte, c'est ce que vous faites, pas ce que vous avez été. C'est ce que vous faites, c'est votre œuvre qui compte. Hein. Alors voilà, c'est ce qui me dérange profondément. Pareil avec Frédéric Delavier qui était attaqué parce que il a pas de diplôme, hein, il est pas docteur, il est pas kiné, etc., etc., etc. Enfin, le cas de Frédéric Delavier est intéressant parce que bon, le personnage, on l'aime ou on l'aime pas, il est quand même un petit peu extraverti, des fois il se la pète un peu, mais je pense que c'est plus avec le. Alors lui aussi, je trouve qu'il a pas vraiment beaucoup d'humour, mais quand même plus que les zététiciens. Et surtout, il a un grand succès aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il a vendu des millions de livres. C'est sans doute un des auteurs français le plus vendu au monde. Mais vous le verrez jamais sur LCI, BFM TV, même à Sud Radio. André Berkoff invité Frédéric Delavier. C'est quand même incroyable. Parce que c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui est hors circuit, hors norme, il n'a pas fait telle école, et ça c'est typiquement français. Hein, il n'a pas fait telle école, tel truc, gna, 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 gna. Et ça c'est quelque chose, c'est comme la déconstruction, vous voyez. On parle du wokisme, hein, je reviens à l'article de Libération. Le wokisme infiltre-t-il la zététique? Ben oui, et ça c'est typiquement français. Hein, c'est de l'acharnement intellectuel français. Par moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et créer. Hein, il faut arrêter de parler et créer. C'est là quelque chose qui est assez énervant dans la problématique et notamment de ces zététiciens français très dogmatiques, très etc., etc. Bon, voilà. Bon, je passe à la partie politique parce que là, du coup, effectivement, la plupart des zététiciens sont des wokistes, c'est-à-dire en fait, ils vont nous expliquer de manière scientifique, pseudo-scientifique du coup, sauf à San Occident qui lui, là du coup, est en totale opposition. Et là, c'est heureusement qu'il y en a quand même un qui est un peu plus, je veux dire, normal. Mais les autres, ils vont nous expliquer qu'il n'y a pas de genre, etc., que non, la sexualité c'est un choix culturel. Je rappelle qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ADN. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, un homme a un ADN différent d'une femme. Voilà, donc à partir de là, je veux bien que l'homosexualité soit, c'est pas de votre faute si vous êtes homosexuel, c'est biologique. Oui, ça peut exister, il peut y avoir des dérèglements hormonaux, etc. Mais il y a aussi une homosexualité culturelle. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, si on vous tue toute la journée qu'être homosexuel, c'est bien, au bout d'un moment, les gens vont dire, c'est bien d'être homosexuel, quoi. Je veux dire, ça c'est le consensus. Hein. Quand vous êtes dans les Spartes, c'était normal d'être bisexuel, on va dire, pour les guerriers Spartes. Parce que c'était le consensus établi de la société. Donc voilà, c'est pas aussi simple. Alors politiquement, oui, mettre du doute en question les choses, le scepticisme scientifique, c'est bien. Ça ne peut que aller dans un sens politique intéressant. Et c'est la même chose dans l'économie.
Il faut pas faire du dogme. Le problème en France, c'est qu'il y a des dogmes politiques. C'est que, économiques, je veux dire. C'est que les politiciens, en réalité, se prennent pour des économistes. Et ça, c'est un dogme. Et ça, c'est quasiment de la zététique. C'est qu'en fait, ils vont dire, mais un Mélenchon va dire, ah bah non, c'est le socialisme qui fonctionne. Hein, mais il n'y a pas eu des problèmes dans certains pays socialistes. Au Cambodge, ça n'a pas trop bien marché, l'économie sans argent. Non, il n'y a pas des... non, ah non, non, c'est bien quand même. D'accord, très bien, monsieur Mélenchon. Vous voyez, bon bah voilà quoi. À partir de là, ça c'est du dogme. Et ces gens-là après vont se dire zététiciens, hein, quasiment. Ils vont dire bah non, moi je détiens la science, donc voilà. En fait, ces gens-là ne sont pas des vrais des gens qui se remettent en question ou qui doutent. C'est des gens qui, au contraire, ont un dogme et un biais politique. Hein, d'accord ? C'est pire que ça. Donc, voilà sur le danger politique dans lequel on est. C'est parce que on attaque, par exemple, je vais terminer là-dessus, après j'irai dans la conclusion. Hassan Occident a été attaqué par les autres zététiciens. Oui, parce qu'il y a des guerres hein, entre eux. Comme quoi c'est un racialiste, voire raciste. Alors je pense pas qu'il soit raciste, racialiste sans doute. Dans le sens où il affirme toujours aujourd'hui qu'il y a des races chez l'être humain. Alors nous sommes, je rappelle la définition, nous sommes une espèce. Homo sapiens c'est une espèce. Nous appartenons tous à la même espèce, comme tous les chiens appartiennent à l'espèce canine. Mais au sein d'une espèce, il peut y avoir des sous-groupes. Alors, je ne vais pas dire le mot race parce que c'est raciste, donc je vais parler d'ethnie ou de sous-groupes. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo très intéressante avec Delavier au musée de l'Homme à Paris, que je vous invite à regarder, je vous mettrai éventuellement en descriptif, où, comment dire, je pense le curateur du musée, ou un personnage important dans le musée, j'oublie, qui est du coup un scientifique, un anthropologue, il me semble, lui fait la visite du musée, etc., etc. Et à la fin, il explique qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de race humaine, etc., puisque en réalité, un Français méditerranéen sera plus bronzé, plus foncé qu'un Lillois blond aux yeux bleus. Bah oui, ça, on est d'accord. Hein. Je veux dire, il y a des transitions. Hein. Il n'y a pas que tout d'un coup des Chinois bridés très forts avec la peau blanche et les cheveux noirs. Il y a des transitions. Au Cambodge, les Asiatiques sont noirs de peau, et pourtant ils ont toujours le trait asiatique. Donc oui, il y a des transitions, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire des groupes. Et là où Hassan, ce qu'il dit est intéressant, c'est sur la boîte crânienne. En Angleterre, vous savez, aux États-Unis surtout, les statistiques raciales sont autorisées. Donc en réalité, ils font des études, même sur le QI ou autre. C'est que, si vous voulez, on peut définir des boîtes crâniennes. Hein. Une boîte crânienne européenne n'a pas la même forme qu'une boîte crânienne asiatique ou africaine. Et on peut faire des groupes. Ouais. Donc voilà, bon, tout ça pour terminer. Et donc lui, il est attaqué par les autres zététiciens wokistes, puisque de gauche, on va dire, puisqu'en fait, eux affirment qu'il n'y a pas de race. Vous voyez, donc on va conclure un peu là-dessus. Donc, ouais, la science n'est pas toujours très claire. Hein. Y a-t-il des races ou pas? Y a-t-il des groupes ethniques ou pas? Et là, on est dans de la politique. Et donc, du coup, c'est où est la zététique? Où est la recherche scientifique, le scepticisme scientifique pur? Eh ben, il est parti. Il est parti pour laisser place au dogme politique. Et ça, c'est quelque chose qui est dérangeant. Voilà, il faudrait d'abord faire le ménage un petit peu devant chez nous, avant d'aller critiquer les autres. On est tous biaisés, on a tous des dogmes, et donc la vraie question, c'est peut-il y avoir une critique honnête? Est-ce qu'il est possible de critiquer honnêtement quelqu'un ou une idée ou un concept ou un système politique ou un système économique? Je vais conclure sur l'économie parce que l'économie, c'est une science. C'est une science, l'économie. Enfin, a priori, c'est une science. Bon, même si Charles Gave dit que c'est pas une science parce qu'en fait, c'est pas scientifique, etc. Mais enfin, tout de même, il y a des concepts scientifiques. Ou tout le moins des concepts presque politiques. Mais bon, j'aimerais séparer l'économie de la politique justement, parce qu'elle est quand même, pour moi, scientifique. Le communisme ne fonctionne pas. Je veux dire, au Cambodge, on l'a testé. On a testé un communisme sans argent. On a testé tout le monde, retour à la paysannerie.
on a tué tous les intellectuels, tous les professeurs, etc., etc., et on est retourné à l'ère zéro. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est peut-être une surprise pour vous, mais ça n'a pas fonctionné. On a testé le communisme, ça n'a pas fonctionné non plus. On a testé la plupart des systèmes politiques, et celui, entre guillemets, qui semble fonctionner le mieux, reste un État régalien, avec une planification pour des grands projets comme le nucléaire dont on parle en ce moment, et ensuite une totale liberté d'entreprendre, peu d'impôts pour la création d'emplois. Et je rappelle que si vous regardez le tissu industriel allemand et le tissu industriel italien, c'est les PME qui créent les emplois. En France, nous sommes dans dans un dogme politique, économique, un dogme zététique. C'est les grandes entreprises, c'est voilà, etc. On est très spécial en France tout de même, mais dans la réalité des choses, au Cambodge, c'est les petites entreprises qui font vivre. Alors bien sûr, une grande entreprise, elle peut faire vivre et créer de l'emploi, de la recherche, mais en réalité, c'est les petits entrepreneurs qui font vivre le tissu industriel. Et il existe toujours en Italie, il existe toujours en Allemagne. Le problème de la grande entreprise, c'est qu'elle est dogmatique, et il n'y a plus de contre-pouvoir souvent. Hein. Voilà. Bon, je termine là-dessus. La critique honnête existe-t-elle? C'est complexe, c'est difficile, puisque nous, humains, sommes biaisés par nos sentiments. Comme le décrit bien Arnold Gehlen, même si nous ne sommes pas prisonniers comme les animaux à l'instant T de nos émotions, souvent nous sommes submergés par nos émotions, donc du coup nous sommes biaisés. Et par du mal-être, par de la jalousie, par un certain nombre de choses qui vont dire que lui en fait, par exemple, professeur Raoult, moi je ne sais pas du tout si ce qu'il dit est faux ou pas vrai, etc. La seule chose que je vois, c'est que laisser les docteurs soigner, quoi. Je veux dire, on essaye de soigner comme on peut dans l'urgence. Mais après, lui, nanana. Voilà, la critique. Au bout d'un moment, c'est agaçant. Construisez, partagez du positif et évoluez vers quelque chose qui donne un sens à votre vie et à celle des autres. Ne soyez pas jaloux. Essayez d'être mieux dans votre peau, etc. Donc ça, c'est Espace CP. Voilà, une solution pour sortir de la violence. Hein, 16 €, 240 pages, il y a beaucoup de concepts, etc. Je vous invite à le lire. Ça vous aidera peut-être à progresser vers l'éveil et une plénitude et un bonheur intérieur et extérieur. Je vous dis à très bientôt. Merci.